Merci et bonsoir à toutes et à tous. Donc conférence, hein, le terme est un peu pompeux. Hein. Je pense que ça sera une présentation à la fois de l'ouvrage que j'ai commis avec mes deux complices. Donc mon nom donc est Michel Briganti avec André Deschaux et Jean-Paul Gauthier, qui est un ouvrage qui n'est pas un ouvrage universitaire, qui n'est pas un ouvrage psychologique sur ce qu'il y a dans la tête ou pas de Dieudonné, mais un ouvrage militant. Mais militant ne signifie pas pour autant un pamphlet. Hélas, je dirais, tout ce que nous avons écrit est sourcé et parfois, et l'actualité, je dirais, nous rattrape, voire nous dépasse, et bien réel. Et c'est la conclusion de l'ouvrage. Mais lorsque nous avons un petit peu eu cette idée d'écrire un bouquin, non pas sur Dieudonné, parce qu'en tant que tel, pour ce qui me concerne, ce n'était pas ma tasse de thé. Je n'avais jamais, avant d'écrire ce bouquin, regardé, je le confesse, un spectacle de Dieudonné, je n'y avais assisté. Par contre, depuis, je me suis rattrapé parce que j'ai eu l'intégrale, y compris des éléments qui n'ont jamais été rendus publics. Le personnage de Dieudonné, c'est un point de départ, c'est un point d'arrivée, mais ce qui nous intéresse aussi, ce sont les réseaux qui gravitent autour du personnage. C'est pour ça que l'intitulé, donc, c'est la galaxie Dieudonné, car effectivement, il y a en quelque sorte un navire amiral, hein, qui est Dieudonné, sa famille, ses amis et son staff et ses entreprises, car il ne faut pas l'oublier, Dieudonné n'est bien évidemment plus un humoriste, c'est un homme politique. Aux idées détestables, mais un homme politique, ce n'est plus un humoriste, ce n'est plus un saltimbanque. Pour ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion d'animer plusieurs débats avec lui lorsqu'il était de gauche. Comme quoi, je n'en suis pas fier, mais bon, je ne suis pas responsable de la trajectoire des gens avec lesquels je peux échanger à certains moments de leur vie et de la mienne. Par contre, Dieudonné, donc navire amiral, mais autour de lui gravitent des gens, ça a été dit en introduction, par le collectif antifasciste de Rennes, des gens qu'il est surprenant de voir, je dirais, se rapprocher de Dieudonné. Nous avons dans le bouquin, il y a un sous-titre, hein, c'est la galaxie de Dieudonné, mais c'est aussi pour en finir avec les impostures, parce que cartonner, je dirais, le Front National, la famille Le Pen, père et fille, c'est nécessaire, mais c'est facile, parce que là, il n'y a pas d'ambiguïté. Même si aujourd'hui la fille cherche elle aussi, à brouiller les pistes, et on verra que Dieudonné participe de ce brouillage de pistes, parce qu'effectivement, en étant le vilain, l'affreux, l'antisémite revendiqué, l'extrémiste revendiqué, il banalise de fait les propos pour autant dangereux de la famille Le Pen. Donc là aussi, il y a un processus qu'il faut essayer de décortiquer, et c'est ce à quoi nous avons modestement essayé de contribuer. Donc Dieudonné, c'est à la fois l'histoire d'un personnage, mais qui est en soi peu intéressante. Parce que bon, je dirais, d'autres bouquins d'ailleurs ont été écrits sur le personnage Dieudonné. Vous avez la possibilité de visionner l'intégralité de ces spectacles. Je ne vous invite pas, vous pouvez le faire bien évidemment, ne serait-ce que pour vérifier que ce que je vais vous raconter n'est pas un tissu d'ânerie ou d'invention. Je dirais, hélas, je l'indiquais, tout ce que je vais vous indiquer est sourcé. Alors sourcé, ça signifie les références de première main, bien évidemment, de la presse d'extrême droite, de sites internet d'extrême droite, et non pas de sites antifascistes ou de sites qui sont hostiles. Donc là aussi, hein, l'idée, ce n'est pas parce qu'on est hostile à son objet d'étude que l'on doit pour autant aller à des raccourcis et donc aller à la facilité et travestir la réalité. La réalité, comme je l'indiquais, elle est suffisamment explicite en soi pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en rajouter. Donc Dieudonné, c'est un navire amiral avec autour, je dirais, des petites planètes qui gravitent. Alors il y a la planète, par exemple, je l'indique pour à la fois nous amuser un petit peu, ce que nous avons appelé les petits hommes verts, parce que Dieudonné est un ami de Raël. Donc Raël, qui est l'un des dirigeants du mouvement raélien international, donc qui est une secte bien connue, qui
qui prétend avoir rencontré, je dirais, des extraterrestres et qui s'en déclare l'ambassadeur sur Terre. Bon, mais je dirais en quoi c'est à la fois grotesque et en même temps révélateur d'une approche politique et de manipulation supplémentaire. C'est aussi, bien évidemment, Dieudonné, une rencontre avec l'extrême droite, plurielle, car l'extrême droite, elle est plurielle. Je crois qu'il faut s'en convaincre. Si on n'a pas cette idée en tête, cette approche en tête, on risque d'aller au-devant de graves déconvenues et donc de surprises, de mauvaises surprises, de mauvais rendez-vous et donc derrière d'incompréhension. Et on ne peut pas avoir, si on n'a pas en tête cette pluralité dans l'offre politique, dans l'approche politique, dans les propositions qui sont faites, on se trompe forcément. Parce que voulez-vous répondre à un jeune de quartier populaire, d'origine maghrébine, qui vous dit Dieudonné, c'est super? On dit oui, mais il est antisémite. Non, il n'est pas antisémite, il est antisioniste. On va y revenir, bien évidemment, rassurez-vous, sur ce qu'est, ou surtout ce que n'est pas l'antisionisme de Dieudonné. Comment peut-on répondre à un jeune étudiant en philosophie qui se dit marxiste et qui dit mais oui, mais Alain Soral, qui est l'un des amis proches de Dieudonné, qui se définit comme lui-même comme marxiste, en disant mais oui, mais c'est un marxiste, tout ça, c'est quelqu'un qui est contre le système, qui le combat, et donc il faut combattre ensemble. Dans le cadre de nouvelles convergences, alors je sais que je suis en Bretagne, que Nantes, c'est un grand débat, je n'entrerai pas sur le sujet parce que je le maîtrise moins, mais à Nantes, il y a un individu qui s'appelle Christian Bouchet, qui est un nationaliste révolutionnaire, avec des guillemets, mais évidemment un révolutionnaire, pas nationaliste, ça je lui laisse bien volontiers cette appellation, et qui donc dit, aujourd'hui, il faut aller, le mur de Berlin étant tombé, il faut aller vers de nouvelles convergences entre ceux qui combattent le système, à gauche, à droite, peu importe, ce qui compte, c'est de combattre l'axe du mal, je caricature bien évidemment, mais ce sont ses propos, l'axe américano-sioniste, et donc tous ensemble, combattons l'impérialisme. Et donc c'est un piège dans lequel, hélas, trop tombent. Parce que c'est effectivement une facilité. Donc c'est une extrême droite plurielle, c'est aussi certains milieux musulmans, radicaux. Alors certes, l'islam et la croix gammée ont eu des rendez-vous historiques dans les années 30, dans les années 40, durant l'occupation nazie en France. Il y a des complicités évidentes avec des régimes autoritaires dont on parle aujourd'hui un petit peu parce que certains connaissent ou ont connu ou vont connaître des révolutions démocratiques. Enfin, on peut en discuter, mais en tous les cas, on passe de dictature à autre chose. Je pense par exemple à la Libye, demain peut-être à la Syrie, etc., etc. Ces régimes-là, bien évidemment, ont des accointances avec l'extrême droite depuis de très nombreuses années, soit sous forme idéologique, soit sous forme plus simplement, je dirais, monétaire. Parce qu'effectivement, nombreux militants de l'extrême droite ont été utilisés par ces régimes à des fins, on va dire, de mercenariat. Il y a aussi la famille, eh bien, de ce que certains appellent les altermondialistes. Dans l'entourage de Dieudonné, il y a effectivement des gens qui se réclament de l'altermondialisme, même si en grattant un peu, on passe très vite de l'altermondialisme à l'alternationalisme. Il y a Jean-Claude Martinez, qui était l'un des anciens lieutenants de Jean-Marie Le Pen, qui aujourd'hui a fait scission, a écrit un bouquin sur le sujet, effectivement. L'alternationalisme aujourd'hui, effectivement, c'est une nouvelle forme, en quelque sorte, en résumé, d'un nationalisme aux couleurs du XXIe siècle. Parce qu'effectivement, il faut aussi cesser, parce que sinon on ne peut pas à la fois comprendre et donc combattre efficacement cette extrême droite plurielle qu'elle aussi est en recherche, non pas de façon opportuniste, mais parce que il faut aussi, je dirais, considérer ses adversaires politiques parfois comme des gens intelligents, donc des gens qui réfléchissent et qui essaient aussi de renouveler leur thématique politique. Et donc, bien évidemment, l'extrême droite de 2011 n'est pas l'extrême droite de 1933 en France, en Allemagne ou en Italie. Bien évidemment, ces choses-là évoluent et rendent, je dirais, l'approche d'autant plus complexe et donc la réflexion et l'échange d'autant plus nécessaire. Alors l'imposture, c'était aussi pour ça, parce que on dit en gros Dieudonné, sa galaxie s'appuie sur 3 leviers essentiels pour essayer de forcer les esprits. 3 leviers. Le premier levier, c'est le complot. Le deuxième, c'est la traite négrière. Donc le commerce
des esclaves noirs. Et le troisième, bien évidemment, c'est celui qui fédère l'ensemble des participants à cette galaxie, c'est l'antisémitisme, ou les antisémitismes, parce qu'on peut y mettre un pluriel, bien évidemment, les antisémitismes, déguisés ou pas en antisionisme, j'y reviendrai, car c'est quand même un axe central, parce que moi, je suis parisien, et donc je ne sais pas si vous avez eu ce type de soucis dans des initiatives, par exemple, en soutien à la Palestine, au peuple palestinien, mais quand vous avez des manifestations dans lesquelles il y a des éléments d'extrême droite qui défilent sous les couleurs du drapeau palestinien, c'est extrêmement compliqué, surtout pour les en chasser, ces manifestations, surtout lorsque ceux qui veulent les chasser, pour faire court, sont des petits blancs, et que ceux qui portent les drapeaux palestiniens en question, qui sont par exemple membres d'Égalité et Réconciliation, qui est le mouvement d'Alain Soral, que vous avez eu la joie de ne pas recevoir à Rennes, puisqu'il a fort opportunément reporté, non pas annulé comme il le dit, mais reporté sa conférence qu'il souhaitait tenir chez vous. C'est très compliqué lorsque ces jeunes en question sont, par exemple, maghrébins. C'est compliqué, c'est pas simple. Les échanges parfois sont virulents, pour ne pas dire violents, au sens strict et physique du terme. Donc ces choses-là sont complexes et il est important de bien les saisir. Donc 3 leviers. Nous, on a souhaité dans le bouquin dénoncer 2 impostures. Il y en a beaucoup d'autres. La première imposture, c'est de dire que Dieudonné et ses amis sont les nouveaux représentants des opprimés, en quelque sorte, des jeunes des banlieues, des Palestiniens, des Afro-américains, des Noirs. Tout cela est bien évidemment une imposture majeure, parce que lorsque l'on regarde de très près ce que Dieudonné et ses amis peuvent raconter sur ces sujets-là, on se rend bien compte que, bien évidemment, Dieudonné n'est pas l'ami de la cause noire, que Dieudonné n'est pas l'ami des Palestiniens, que Dieudonné n'est pas l'ami des jeunes des quartiers populaires, même si les jeunes des quartiers populaires viennent massivement, alors on peut mettre des guillemets à massivement, mais enfin, je crois que le dernier spectacle de Dieudonné à Rennes, rassemblait un petit peu plus de monde, à peine, que ce soir dans ce lieu sympathique. Je crois qu'il y a ça aussi, et qu'il n'y avait pas, j'imagine, je n'y étais pas, mais j'ai par contre assisté à quelques spectacles en région parisienne, il n'y avait pas que des antisémites et des nostalgiques du Troisième Reich. Il y avait bien évidemment des jeunes pour qui Dieudo est leur idole, et qui donc en restent là, ne vont pas plus loin, et toutes les critiques qui peuvent lui être adressées, sont balayées d'un revers de main, d'où l'importance d'avoir quelques éléments pour pouvoir, le cas échéant, échanger. Il y a plusieurs niveaux d'échange, bien sûr, possibles, mais il est important d'avoir quelques éléments factuels en tête. Donc, je le disais, la première imposture, bien évidemment, c'est de dire que Dieudonné, donc, est le héros des opprimés en France et dans le monde, et que donc, puisqu'il est l'héros de tout cela, il est le combattant numéro 1, c'est comme ça qu'il le dit. Je suis le Hugo Chavez français. Alors après, on peut là aussi discuter sur Hugo Chavez, sa politique, bien évidemment, mais Dieudonné se définit comme tel, et donc je suis le Hugo Chavez français. Et donc il est en croisade contre le nouvel ordre mondial. Alors bien évidemment, lorsque je prononce ces mots, ce sont eux qui les utilisent, le nouvel ordre mondial, mais derrière, il faut bien sûr lire le mondialisme, et derrière le mondialisme, là aussi, l'antisémitisme, il revient très vite, parce que derrière le mondialisme, il y a la main des juifs, du juif. On verra que l'antisémitisme de Dieudonné, il n'a rien d'original. Dieudonné, c'est une éponge, il n'a rien inventé, je dirais, en tant que tel. Ce n'est pas un intellectuel, dans le plein sens du terme. C'est quelqu'un qui comprend ce qu'il lit, et qui a une grande capacité, c'est celle d'absorber tout ce qui peut graviter, d'où la galaxie, graviter autour de lui, et il s'approprie, les concepts qui peuvent l'approcher, et il les restitue à sa façon, c'est-à-dire la façon d'un ex-humoriste qui est redoutable. Parce que effectivement, il a une sémantique, une façon d'approcher les problèmes, et une façon de restituer cette idéologie nauséabonde de façon extrêmement brillante, remarquable. C'est-à-dire que ce n'est plus un humoriste, mais pour autant c'est un professionnel
du mot, un professionnel de la scène, de la tribune. Et donc, de ce point de vue-là, il est redoutable. Effectivement, s'il y avait un débat, c'est une question qui m'a été posée. J'animais il y a un petit peu plus d'un mois au local parisien de la CNT un débat sur le même sujet, présenter le bouquin, et il y a une personne qui, dans l'assistance, s'est levée en se revendiquant ami de Dieudonné et d'Alain Soral, ce qui était relativement osé au local de la CNT parisienne, et qui m'a demandé en gros, vous qui critiquez, avez-vous déjà rencontré Dieudonné? Réponse, non. Seriez-vous favorable à un débat avec lui? Réponse, non. Parce qu'effectivement, on m'a dit, pourquoi vous n'êtes pas un démocrate? J'ai dit, non, je ne suis pas un démocrate. Je n'échange pas avec mes ennemis, je les combats. Alors après, on peut discuter longuement sur le sujet, parce que c'est là aussi l'un des thèmes préférés de la galaxie de Dieudonné, c'est la liberté d'expression. Liberté d'expression qui fait... Alors là aussi, quand je dis on peut discuter, rassurez-vous, nous allons en discuter, ce n'est pas une clause de style. Bien évidemment, c'est un débat ancien, très ancien, polémique par définition, mais la liberté d'expression ne permet pas tout et n'importe quoi non plus. En tous les cas, pour ce qui me concerne, et mes deux complices, bien évidemment, nous ne débattrons jamais avec des membres de la galaxie de Dieudonné, alors que nous avons eu à plusieurs reprises des appels du pied, voire même des demandes officielles de Soral, de différents sites internet qui sont liés à cette mouvance pour échanger, pour dire voilà, en gros vous êtes d'infâmes salopards, mais ceci étant, comme nous sommes des fervents partisans de liberté d'expression, nous souhaitons pouvoir échanger avec vous, ne serait-ce que pour démontrer l'insanité de vos propos, démonter vos mensonges à l'égard de Soral, Dieudonné, Kémy Séba et quelques autres. Bien évidemment, nous y refusons parce que le propos n'est pas celui-là, on ne débat pas avec ses ennemis, enfin en tous les cas, c'est notre philosophie militante, et en tous les cas, celle-là, elle ne souffre pas de discussion. Pour ce qui nous concerne, après, chacun est libre, bien sûr, de son activité. Donc, la deuxième imposture majeure de cette galaxie, et c'est en ça qu'elle est aussi dangereuse, c'est de se prétendre de gauche. Même si les mots ne sont pas prononcés comme cela, c'est d'une part transparent, parce que la trajectoire de nombre d'individus participant à ce processus galactique, ce sont des gens qui viennent de la gauche, alors avec un petit G, un grand G, des guillemets, une paire de guillemets, vous faites comme vous voulez, mais en tous les cas, comme je vous le disais, j'ai eu l'occasion de participer à deux reprises à des débats avec Dieudonné et aussi Thierry Messant, organisés par Ralph Front, par exemple. Et à cette époque-là, Dieudonné se présentait contre le Front National, contre Stirbois, qui était, je dirais, un dirigeant du Front National à Dreux. Et c'est... certes, il était partisan d'un antiracisme, d'un antifascisme, on va dire moral, qui n'était pas celui qui est le nôtre, auteur. Mais en tous les cas, on pouvait échanger sans aucun problème. En raccourci, on pouvait dire qu'on était du même côté de la barricade. S'il y avait eu des camps, nous aurions peut-être été du même côté, sans doute même. Et puis les choses évoluent et les surprises sont là. Et c'est ça qui rend dangereux et qui légitime, dans le mauvais sens du terme, la parole de Dieudonné et de certains de ses amis. Thierry Messant, c'est la même chose. Thierry Messant, il a commencé en étant militant de la cause homosexuelle, défenseur de nombreuses minorités opprimées, dirigeant national du Parti radical de gauche. Alors, ça peut faire sourire, mais ça existe. Effectivement, c'était quelqu'un à la fois très fréquentable et de très intéressant à écouter. Et aujourd'hui, bien évidemment, il a non seulement mordu le trait, mais bien évidemment, il a changé de camp. Parce qu'on peut avoir des passages à vide. Moi, je ne suis pas psychologue, mais on peut avoir des passages à vide, avoir des doutes dans la vie sur ses engagements. Mais en tous les cas, il y a des moments où, je dirais, l'essentiel est dit, la messe est dite. Et lorsque tous les gens dont nous parlons dans le bouquin, c'est l'histoire qui nous a servi en quelque sorte ce plat de résistance, eh bien, tous ces gens ont été interviewés dans Rivarol, qui est un hebdomadaire d'extrême droite,
puant dans tous les sens du terme, parce que c'est sûrement l'hebdomadaire que je ne vous invite pas à lire, enfin qui est en vente à la gare de Rennes, hein, par exemple, dans les kiosques de Relais H. Si cela vous intéresse, vous pouvez toujours l'emprunter, à défaut de l'acheter. C'est l'hebdomadaire de tout ce que l'extrême droite française et européenne peut faire de plus nauséabond. Ils font pas dans le light ou dans l'euphémisme. En gros, on appelle un bougnoul, un juif, un juif. On met même pas de guillemets ou on appelle même pas ça un jeune, parce que c'est la terminologie de présent qui est le quotidien d'extrême droite français. Hein. On appelle eh bien les allogènes, ce sont sans H, ce sont les éléments qui sont eh bien étrangers à la population française, à notre civilisation, à nos terroirs respectifs. Ce sont des jeunes. Les jeunes, voilà, les jeunes. Le lecteur comprend, lorsqu'on parle de jeunes, il comprend ce que ça veut dire, bien évidemment. Donc la fausse gauche, effectivement, Soral se prétend marxiste. Bon, Soral est surtout antisémite, Soral est surtout misogyne, ça c'est son péché mignon, il est surtout sexiste, bien évidemment, homophobe. Je pourrais continuer la liste, hélas, je pense qu'il a en gros tous les défauts que ce type de militant politique peut avoir, mais lui il cumule, hein, bien évidemment, et en plus il est, je dirais, prétentieux. Par contre, il a un gros avantage, c'est que c'est un débatteur, lorsqu'on ne gratte pas de trop près, relativement efficace, et qui sait utiliser avec une certaine habileté l'outil Internet. Ça, vous pouvez éventuellement, si vous avez 1 heure à tuer un soir de déprime, regarder l'entretien mensuel d'Alain Soral, philosophe, comme ça qu'il se définit, ennemi juré de Bernard-Henri Lévy, et il vous commente l'actualité du mois, de son canapé, du siège donc d'égalité et réconciliation, qui est le mouvement qu'il préside. C'est le président, comme Jean-Marie Le Pen était président du Front National, lui c'est le président d'égalité et réconciliation. Alors c'est plus petit, mais c'est aussi puant. Et vous avez, si vous voulez le lire dans le texte, outre le bouquin, vous avez un tract fait par le collectif là qui est bien fait. J'ai eu l'occasion de le parcourir et surtout qui est sourcé là encore. Rien n'est inventé, tout est dans le texte, il suffit, hélas, de le parcourir. Donc Soral dit aussi « Je suis un ancien militant du Parti communiste français ». Alors après, là aussi, le débat est ouvert, mais nous avons vérifié, nous avons enquêté en tous les cas, nous n'avons à aucun moment trouvé une quelconque trace de l'adhésion d'Alain Soral au Parti communiste français. Il a effectivement traîné, comme quelques centaines de milliers de personnes, dans les allées de la fête de l'humanité à la Courneuve, mais bon, ça n'en fait pas pour autant un marxiste. Donc, là aussi, imposture dans l'imposture. Donc, je crois que c'est aussi important. Et lorsqu'on regarde, parce que là, pour l'instant, je reste à l'écume des choses, mais lorsque on regarde un petit peu les ouvrages, parce que cette personne commet des livres plus copieux que le nôtre, et surtout, hélas, qui se vendent beaucoup plus. Pour l'instant, il a écrit ce qu'il appelle le capital du XXIe siècle, hein, qui s'appelle Combattre l'Empire. L'Empire donc américano-sioniste, hein, bien évidemment. Donc, en gros, c'est combattre les Juifs, pour faire court. Ça, c'est le sous-titre qui n'est pas celui du bouquin, mais qui est celui que je vous livre, que je vous propose. Et il écrit des bouquins. Il en a vendu 25 000 exemplaires en 6 mois. C'est en pile à la FNAC. Notre livre n'est pas en vente à la FNAC. C'est un scandale, mais bon, au-delà de la plaisanterie, quelque part, c'est aussi un choix. Il passe à la télévision, heureusement peu souvent, mais Mohardisson est un habitué de ce genre de clients. Donc, deux impostures, le nouvel ordre mondial, la fausse gauche. Alors ensuite, très rapidement, parce que je préfère que nous puissions échanger un petit peu, détailler, et puis surtout si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Il y a 7 familles. Bon, c'est un petit peu un jeu, on a voulu, parce que bon, c'est l'éditeur qui nous a un petit peu soufflé cette idée à l'oreille, de faire une typologie des membres de la galaxie. Donc il y a 7 familles. La première, c'est celle que l'on traite dans les leviers. Donc j'indiquais les complots, la traite des Noirs, l'esclavagisme donc, et l'antisémitisme. Et donc il y a une première famille, c'est celle des comploteurs. En gros, on nous ment, on nous cache tout, le 11 septembre, etc. Le triangle des Bermudes, enfin bon, chacun. Alors après, le complotisme n'est pas, je dirais, le monopole de l'extrême droite. Quelqu'un qui professe ce genre de questionnement, comme je viens de vous l'indiquer, n'est pas forcément un néo-nazi pur jus, bien évidemment, et fort heureusement.
Mais en tous les cas, il est clair qu'une des composantes actuelles et historiques à l'extrême droite, c'est bien la théorie du complot, ou des complots. Alors les complots, dans le temps, ils ont évolué. On est passé du complot juif au judéo-maçonnique, et puis aujourd'hui, eh bien, vous avez le complot américano-sioniste, qui est le point de départ et le point d'arrivée de toute explication des membres de cette galaxie. Donc le complot, les complotistes. Alors, chez les complotistes, il y a un militant d'extrême droite connu que j'espère que vous ne connaissez pas, parce que sinon ça m'inquiéterait un petit peu, parce que ça veut dire qu'il a un public nettement plus important que celui que nous imaginons. C'est Emmanuel Ratier. Emmanuel Ratier, c'est un militant d'extrême droite qui est libraire à l'occasion et qui publie une feuille de chou confidentielle qui s'appelle Faits et documents et qui est en gros une lettre d'information confidentielle qui publie à la fois des ragots, des rumeurs et quelques éléments factuels vrais sur et contre les lobbies maçonniques, juifs, les crasseux gauchistes, etc., etc. Bon, ça, je vous fais l'économie de ce qu'il peut détailler. C'est assez bien fichu, ça sort tous les 15 jours, ça coûte 8 euros le numéro et ça se vend quand même. Donc Emmanuel Ratier, c'est le successeur, pour ceux qui connaissent éventuellement, d'Henri Coston, qui était à l'extrême droite, le gardien des fiches. C'est un homme de fiches, il fait des fiches sur tout le monde. Vous allez me dire, nous aussi. Parce qu'effectivement, devant vous, vous avez un flic de la pensée, c'est comme ça que certains nous ont appelés. Bon, pourquoi pas. C'est une appellation qui en vaut une autre, mais effectivement, il fait des fiches sur tout le monde, sauf que moi, dans mes fiches, je ne me mentionne pas l'origine ethnique des gens sur lesquels je travaille, ni leurs orientations sexuelles, et encore moins, je dirais, ce qu'ils peuvent avoir dans la tête. Je m'en limite à ce qu'ils écrivent. Et ce qui est publié est disponible, je dirais, pour un large public. Donc, les complotistes, en France, Emmanuel Ratier. À l'échelle internationale, et c'est là que l'on rencontre, Ratier participe peu à la galaxie, si ce n'est qu'il vend les ouvrages dont j'ai parlé et dont je vais parler. Mais par contre, vous avez 2 réseaux internationaux. Vous en connaissez un, puisqu'ils ont eu la prétention de venir, je dirais, jusqu'à Rennes, et certains de ces militants français y habitent et y travaillent et y militent. C'est le réseau dit Larouche, les Larouchiens. Donc Larouche, Lyndon Larouche, donc ex-trotskiste dans sa jeunesse américaine, donc nord-américain, aujourd'hui à la tête d'un micro-empire politico-économique, et qui, je dirais, construit son intervention politique sur la base du complot sioniste. Alors lui, il est original parce qu'il a rajouté la reine d'Angleterre, il n'aime pas Élisabeth, qui est une sioniste bien sûr, et qui était à l'origine du trafic de drogue mondial. Voilà, non mais je ne plaisante pas. Ils ont commis, 3 de ses collaborateurs à Larouche ont publié quand même un bouquin de mémoire 700 pages sur le sujet. C'est truffé d'éléments factuels vrais, mais bien évidemment, c'est le principe, c'est le cheval et l'alouette, c'est-à-dire que pour un élément factuel vrai et vérifiable, il y a du délire au kilomètre. Et donc, ces gens-là, on pourrait en rire en disant, bon, les pauvres, on les met dans un coin, dans une pièce, on ferme la clé, on jette la clé, on les retrouve plus. Mais ceci étant, il y en a à Rennes, c'est Solidarité et Progrès, c'est Cheminade, c'est une secte au sens fonctionnement. C'est-à-dire qu'une secte n'est pas bâtie sur, je dirais, une approche religieuse de la vie et de la politique, mais par contre, dans le fonctionnement, vous avez peut-être ou sans doute déjà eu l'occasion de rencontrer certains de ces militants, dont ce sont des jeunes étudiants, qui sont effectivement pris en main au sens sectaire du terme, c'est-à-dire manque de sommeil, endoctrinement, racket financier, etc. Enfin bon, les ingrédients classiques de la secte dans toute sa splendeur. Donc Larouche, en France, c'est banal, je dirais. Ils sont marginaux, complètement marginaux, mais enfin Cheminade, quand même, il espère être candidat au présidentiel au mois d'avril. Bon, pour le mois de mai, il est modeste quand même, il pense pas être au second tour, mais il espère bien être au premier tour quand même. Ceci étant, il l'a déjà été. C'est une secte, je dirais, d'allumés, pour faire court, mais ceci étant d'allumés quand même, qui se présentent aux élections et qui ont un nombre de voix qui n'est pas ridicule. Donc qui est, à mon sens, nettement, je dirais, inacceptable. Donc Cheminade, c'est
Larouche, Cheminade, ce sont les premiers militants à l'échelle internationale. Ils sont présents aux États-Unis, bien évidemment, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France. Vous avez le privilège d'être d'une des 3 villes françaises, alors même si lors d'une discussion avant de venir ici, on m'a appris qu'ils étaient un peu en sommeil sur Rennes, mais enfin, il y a Lyon, Rennes et Paris. Vous avez la chance d'être l'une des 3 villes dans lesquelles ces gens-là sévissent. Il y a un deuxième réseau international qui, lui, n'est pas un réseau avec des militants, je dirais, locaux, qui cherchent à faire du chiffre et à convaincre, mais qui est un réseau d'influence. C'est le fameux réseau Voltaire. Le réseau Voltaire, donc, animé, entre autres, par Thierry Messant. Alors, le réseau Voltaire, il y a avant-après. Il y a un bon réseau Voltaire, c'est comme le cholestérol, et il y a un mauvais réseau Voltaire. Le bon réseau Voltaire, c'est effectivement le réseau Voltaire qui avait, par exemple, été à l'origine d'une commission parlementaire sur et contre le service d'ordre du Front National, sur le DPS. Thierry Messant avait œuvré dans ce sens, qui avait mis en place le réseau Ornicard en défense des droits des homosexuels. Qui avait mis en place, je dirais, tout un tas de micro-combats tout à fait sympathiques et nécessaires. Et ça, c'était lorsque Thierry Messant et ses amis étaient de gauche. Et puis, le temps passe, Thierry Messant change d'opinion, et le réseau Voltaire, il change d'orientation, bien sûr, des purges. Dans le bouquin, on détaille un petit peu l'historique du réseau et la façon dont il a été purgé d'éléments réellement anti-impérialistes, réellement de gauche, réellement partisans de la défense des causes que je viens de citer, de quelques-unes d'entre elles en tous les cas, pour devenir à la fois une machine de guerre idéologique et médiatique, car ce sont des gens qui, sur Internet, sont extrêmement présents, dans pratiquement toutes les langues, le français, l'espagnol, le russe, l'arabe, pour ne citer que les plus couramment utilisés par le réseau. Donc déjà, ça ouvre un panel quand même d'internautes relativement vaste. Et le réseau Voltaire, donc aujourd'hui, est lié par la personne de son principal animateur, Thierry Messant, mais pas uniquement au régime autoritaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, Thierry Messant est un invité permanent du gouvernement iranien, comme notre ami avec des guillemets à ami bien évidemment, Dieudonné, du gouvernement syrien, du gouvernement russe. Parce qu'effectivement, c'est Chavez, Poutine, Ahmadinejad. Bon, alors après, les liens... Mais par contre, on peut discuter des politiques respectives de ces États forts, on va les appeler comme cela. Mais en tous les cas, le lien, justement, ce sont des régimes autoritaires. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, on peut disserter longuement sur, l'appréciation et l'analyse fine des régimes en question. Mais enfin, en tous les cas, Thierry Messant, en France, il est connu surtout pour avoir publié son bouquin sur l'effroyable imposture. En gros, le 11 septembre, il s'est rien passé. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'il dit. Parce qu'après, on va m'accuser d'avoir travesti la réalité et d'être victime moi-même, des complots. Non, effectivement, il ne dit pas ça. Il dit ce qui s'est passé, c'est pas tout à fait ce qu'on a voulu nous montrer. C'est en fait le lobby militaro-industriel nord-américain qui, à des fins extrêmement sioux, en quelque sorte, a monté des pseudo-attentats. Donc, bien évidemment, il s'est passé des choses, mais pas tout à fait ce que les médias, depuis le 11 septembre, ont repris à l'échelle mondiale. Son bouquin était un best-seller, on peut le regretter, mais enfin traduit en pratiquement 50 langues. C'est quand même pas ridicule pour un ouvrage qui est quand même relativement, peu intéressant, parce que des ouvrages sur ce sujet-là, il y en a, on a regardé lorsqu'on a écrit le bouquin, il y en a 50, 100. Et celui-là, il a eu ce succès-là parce que justement, il était rédigé par quelqu'un qui avait, en quelque sorte, le passeport nécessaire pour pénétrer dans certains milieux, alors que d'autres étaient d'infâmes réactionnaires, obscurantistes, et donc leur message était en quelque sorte interdit de séjour d'emblée. Lui, il pouvait rentrer et donc faire des dégâts. C'est aussi peut-être une explication du succès qu'il a pu avoir. Donc, la famille complotiste, elle est importante parce que elle est dangereuse. Bon, Larouche, il y a peu de chances que quelqu'un vous le jette au visage. Par contre, le réseau Voltaire, je ne sais pas si parmi vous, certains peut-être sont abonnés à sa liste de diffusion, parce que c'est
extrêmement bien fait. C'est une revue de presse, c'est en gros le Courrier international en un peu plus militant. Il y a 90% d'articles intéressants que je pourrais, sans état d'âme, faut regarder après dans le détail, mais je vais pas m'engager, mais que je pourrais signer sans souci. Par contre, il y a 10% d'articles crapoteux ou intéressants, mais à la conclusion qui, je dirais, est complètement désastreuse sur un plan politique et idéologique. C'est le monde diplomatique, là aussi, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs, mais avec des conclusions qui seraient des conclusions, en quelque sorte, alternationalistes, et non pas altermondialistes, même si le terme est parfois galvaudé, mais enfin, en tous les cas, les partisans de la galaxie de Dieudonné ont bien dérapé. Donc, des complotistes. Ensuite, il y a l'extrême droite plurielle. J'en ai dit 2 mots. C'est plus facile, mais c'est pas facile de faire cohabiter des païens avec des catho-intégristes. Et pourtant, la galaxie y arrive. On rencontre autour de Dieudonné des gens d'égalité et réconciliation, je l'ai indiqué, qui se prétendent d'origine marxiste, qui prétendent justement réconcilier la gauche et la droite, la gauche du travail et la droite des valeurs. C'est le sous-titre d'égalité et réconciliation. Donc en gros, on peut faire cohabiter beaucoup de monde. Et il y a du monde dans ces débats. Et ils rencontrent, je dirais, des gens par ce biais-là, parce que la confusion étant ce qu'elle est, c'est ça le but, ça a été indiqué en introduction, mais sur les confusions, sur la perte des repères. Mais ces gens-là sont des militants de la confusion. Je vous invite, en sus du petit opuscule que nous avons produit, mais à feuilleter, je ne sais pas s'il est disponible ici, mais un numéro de la revue Ni Patrie ni Frontières, qui est consacré de Yves Colman, qui est consacré justement à ces militants de la confusion. Et c'est assez, bon, après, on n'est pas d'accord sur tout, bien évidemment, mais pour autant, c'est un ouvrage extrêmement intéressant qui vient préciser des points que nous avions choisi de ne pas développer et qui donc est aussi un outil militant que je vous invite aussi à parcourir. Donc l'extrême droite plurielle, égalité et réconciliation, le parti solidaire français, ex-gauche nationale, ex-droite socialiste, enfin tout ça c'est la même chose. C'est un groupuscule, quelques dizaines d'individus. Son leader a été reçu avec les honneurs d'un chef d'État à Téhéran il y a quelques semaines, pour vous montrer aussi, quand j'indiquais l'instrumentalisation faite par certains gouvernements, je dirais, formellement musulmans, de groupes d'extrême droite. Là, on est carrément sur des groupuscules. Le Parti solidaire français, c'est aller en étant très généreux. J'ai pas lu la note des renseignements généraux sur le sujet, mais c'est, on va dire, aller en France, c'est 30 personnes reçues à la descente de l'avion à Téhéran par une armée de ministres et d'officiels. C'est pour vous montrer quand même l'importance que certains attachent à des fins de propagande, bien évidemment. En gros, voilà l'Occident que nous aimons. Voilà nos amis. Voilà les rebelles de l'Occident qui viennent rendre visite à leurs frères qui sont, eux, assiégés par l'axe américano-sioniste. Voilà, tout ça a une cohérence. Il y a bien sûr le renouveau français, petit groupuscule aussi, plus violent, plus, on va dire, catho-intégriste en quelque sorte, peu nombreux aussi, mais bon, qui ont été à l'origine de différentes initiatives violentes, homophobes, en gros, ils se manifestent généralement toutes les années sur la région parisienne contre la marche des fiertés, c'est l'un de leurs signes de fabrique. Et après la famille Le Pen, dans l'extrême droite plurielle. Alors quand je dis la famille Le Pen, c'est pas la fille, parce que la fille c'est plus compliqué, y compris avant les élections présidentielles bien évidemment, mais le père, je vous rappelle l'épisode qui a été à la fois amusant et nié et utilisé à des fins de buzz sur Internet, mais du baptême de la dernière fille de Dieudonné à Bordeaux par l'abbé Laguérie, qui est un abbé catholique, lui se définit comme traditionnaliste, mais il est surtout intégriste, et surtout antisémite, et donc le parrain de la petite plume Balambala, la fille de Dieudonné, eh bien c'est Jean-Marie Le Pen. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le journal de la paroisse de Bordeaux. Donc voilà, il y a Madame Le Pen, Madame l'épouse de Jean-Marie, Jeannie, qui a ses bonnes œuvres, comme toute peut-être première dame un jour dans ses rêves à une époque, eh bien elle fait dans le caritatif, elle est présidente par exemple d'une association SOS Enfants d'Irak, qui a fourni quelques ambulances au régime de Saddam Hussein, enfin ambulances au sens
véhicule automobile du terme. Elle a participé avec Dieudonné à, je dirais, un voyage humanitaire en défense des Pygmées. Pygmées, non mais c'est une cause complètement honorable par ailleurs, mais le problème c'est l'instrumentalisation et surtout ce qu'on met derrière. En gros, les Pygmées, là encore, victimes de l'axe américano-sioniste. Alors on se demande, les pauvres Pygmées, ce qu'ils ont à voir avec le sionisme, mais ne cherchez pas, il y a un rapport, c'est Dieudonné qui nous le dit, donc c'est vrai. Et bien sûr, tous ces gens-là font des conférences de presse au Théâtre de la Main d'Or à Paris, qui est le théâtre propriété de sociétés détenues par Dieudonné, parce que c'est aussi un homme quand même qui fait des affaires, enfin il essaie comme tout le monde de vivre de son travail. Donc son travail c'était l'humour, aujourd'hui c'est l'antisémitisme, mais en tous les cas il organise des conférences de presse et il y avait donc Madame Le Pen à l'une de ces conférences de presse. Mais me diront, peut-être quelqu'un partagera ce point de vue, parce que comme j'indiquais à la CNT ça a été le cas, pourquoi pas, tout est possible. Il y a aussi les bons juifs. Je ne suis pas antisémite, j'ai des amis juifs. Ça, c'est une vieille, mais j'ai des amis juifs qui sont rabbins. C'est mieux déjà. Dans la gamme, j'ai des amis juifs qui sont rabbins. Effectivement, ce que nous avons appelé dans le bouquin les bons juifs de Dieudonné. Il y a des rabbins antisionistes. Alors, je n'entrerai pas dans, je dirais, les querelles théologiques sur le sujet, mais qui en gros disent, pour faire court, que Israël ne peut pas exister puisque donc le sionisme non plus, puisque tout cela doit être une manifestation, je dirais, divine, et que donc la création humaine n'est pas possible en la matière. Je vous la fais courte. En tous les cas, donc ces gens-là sont antisionistes, ce qui est vu de chez moi une bonne chose. Mais par contre, ils ont un défaut, c'est qu'ils sont extrêmement, je dirais, malléables, et ils sont présents dans toutes les conférences internationales antisémites, révisionnistes, négationnistes, et ils servent bien sûr de caution. Ils sont venus à Paris, ils étaient venus s'incliner devant la dépouille de Yasser Arafat lorsqu'il était hospitalisé, puis lorsqu'il est décédé, donc pour lui apporter le soutien effectivement de cette communauté. C'est une petite communauté, mais enfin qui compte quand même une dizaine de milliers de membres. Donc ce sont les Neturei Karta, principalement présents aux États-Unis d'Amérique, au Canada, pas en France, mais et il y a un homme que vous avez peut-être vu, même si lors des élections européennes de juin 2009, Dieudonné n'a présenté une liste, et fort heureusement qu'en Île-de-France, mais sur l'affiche vous aviez Soral, Dieudonné, Yahya Gouasmi, qui est le président du parti antisioniste français, qui avait en gros une tête pour faire court et sans aucun antisémitisme de ma part, bien évidemment, qui avait une tête de Rabbi Jacob, c'est-à-dire c'était la caricature du juif orthodoxe, on va dire, chapeau, papillote, gabardine, enfin l'uniforme en quelque sorte que l'on est habitué à retrouver dans tous les mauvais films antisémites. Eh bien non, il était sur l'affiche de Dieudonné. Et bien évidemment, lorsque Dieudonné était interpellé sur ce sujet, en disant oui, bien évidemment, c'est un juif, c'est un rabbin, c'est mon ami, il est candidat. Alors le problème, c'est que d'une part, le rabbin en question n'est pas rabbin. Alors, il est bien juif, mais converti. Par ailleurs, il est belge, ce qui n'est pas un défaut. Mais en tous les cas, il n'était pas, pour l'occasion présente, il n'était pas électeur. Par contre, il est bien connu de la communauté juive de Belgique, puisque là aussi, il sert, comme les Neturei Karta, d'alibi conscient, parce que là aussi, il y a les idiots utiles, comme disait un certain Vladimir Ilitch, mais il y a les idiots utiles, mais les idiots utiles, généralement, ils sont un peu idiots. Lui, il n'est pas idiot du tout, c'est-à-dire que concrètement, on a l'impression qu'il s'est converti uniquement pour pouvoir porter une parole antisémite avec une labellisation juive, ce qui est pervers. Parce qu'effectivement, c'est extrêmement compliqué d'aller dire à quelqu'un qui se prétend par ailleurs rabbin, mais qui ne l'est pas, qu'il est antisémite. C'est compliqué, c'est pas facile. Surtout lorsque le discours en question, au premier degré, n'est pas forcément, je dirais, d'un antisémitisme dégoulinant. C'est un peu plus fin, bien qu'il suffit de regarder 15 minutes, à la 16e minute, déjà ça dérape très très vite. Donc, les bons juifs de Dieudonné, autre famille, j'abrège, parce que il faut que nous puissions échanger, les ethno-différentialistes. Alors c'est Kémy Séba, donc c'est un jeune, enfin maintenant il est moins jeune, mais d'origine africaine, donc il est noir, et qui met au centre,
au centre de son propos et de son combat politique, eh bien, la lutte des races, et non pas la lutte des classes, bien évidemment, en gros, et qui a un petit succès dans certains quartiers populaires, qui a créé plusieurs mouvements. On en fait là aussi la genèse dans le bouquin. Aujourd'hui, bon, il est reparti au Sénégal pour essayer d'aider les Sénégalais, qui ne l'ont rien demandé par ailleurs, mais d'aider les Sénégalais à mieux se développer. Et il les fait profiter de sa philosophie ethno-différentialiste. En gros, c'est je ne suis pas raciste, mais en gros, les Noirs, pour faire court, c'est pas moi qui utilise ce genre de vocabulaire, hein, les Noirs, en Afrique, c'est bien, les Blancs, c'est bien en Europe. Cet individu a paradé à Paris, place Saint-Michel, donc quartier latin, avec des militants du Parti solidaire français qui sont des, pour faire court, allez, on va dire, il leur manque que la croix gammée pour faire nazi, quoi, mais ils avaient des uniformes qui ressemblaient furieusement à ceux des jeunesses hitlériennes, et vous aviez un service d'ordre, d'ethno-différentialistes on va dire, de 2 mètres sur 1,50 de large, des blacks, et vous aviez le service d'ordre du Parti solidaire français, qui a été pour l'essentiel d'ailleurs mis en examen suite à une tentative qu'ils ont, je dirais, dans l'Essonne, ils ont quand même commencé à tirer à la Kalachnikov sur des jeunes. Bon, ça se fait pas a priori, donc ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement relativement sévères. Mais bien évidemment, c'est le groupe Nomade 88 qui a défrayé un petit peu la chronique. Ben voilà, vous avez quelqu'un qui prétend combattre le racisme, qui se convertit au passage à l'islam parce qu'on lui a suggéré à l'oreille que là aussi, il y a beaucoup de convertis, de convertis ou de défroqués. C'est comme on veut, hein, et en fonction des moments de leur histoire respective. Donc, vous avez quelqu'un qui met au centre de son combat politique, la lutte des races, qui s'inspire de mouvements nord-américains pour l'essentiel, Nation of Islam ou le New Black Panther Party, donc qui n'a rien à voir avec le mouvement des Black Panthers, mais qui s'en revendiquent. Et qui, aux États-Unis, a quand même une micro-audience nettement supérieure à celle que Kémy Séba pouvait avoir en France. Mais enfin, dans certains quartiers populaires, dans certaines cités de la région parisienne, son audience, associée à celle de Dieudonné, était loin d'être ridicule. Vous avez enfin les négationnistes, qui eux se définissent non pas comme négationnistes mais révisionnistes, en disant c'est le métier des historiens que de réviser l'histoire, que de la revisiter. Alors, je ne sais pas si dans la salle il y a des historiens, mais effectivement, le révisionnisme historique en lui-même, je dirais, on peut en discuter, mais est un outil. Le négationnisme, pas du tout. Pas du tout. Le négationnisme appliqué, bien évidemment, à quelques éléments clés de l'histoire humaine. Par exemple, le génocide nazi concernant la population juive et la population tzigane. Bon, bien évidemment, on a un nom qui vient en tête, c'est Robert Forisson. Robert Forisson, c'est en quelque sorte, non pas le premier, mais c'est le pape du négationnisme français, qui, je dirais, a commis quelques ouvrages depuis une trentaine d'années, qui a été condamné à de nombreuses reprises par les tribunaux de la République, qui a été victime, c'est aussi ces faits de gloire d'agressions physiques de la part de membres, par exemple, de la communauté juive, mais à un moment donné, on récolte ce que l'on sème. C'est tout à fait banal, vu de chez moi. Donc vous avez Robert Forisson, vous avez Ginette Scandrani, qui est une ex-dirigeante des Verts, qui a été exclue de cette organisation politique pour, justement, proximité avec les négationnistes. Vous avez Maria Poumier, qui est une ex-prof d'espagnol à l'université Paris 8 à Saint-Denis, qui a écrit un livre proche des nègres. Alors nègre, négationniste, c'est comme vous voulez. C'est elle et Ginette Scandrani font le tour du monde, sont en gros les ambassadrices du négationnisme pour aller essayer de débusquer l'axe américano-sioniste en Libye. En Irak, un peu partout dans le monde, et qui bien sûr sont invités là aussi permanentes du gouvernement iranien, hein, qui n'est pas le gouvernement, on va dire le moins antisémite de la
de la planète. Alors, juste pour terminer, ce que j'indiquais sur notamment la confusion, la perte des repères, la perte des valeurs, on pourrait faire l'équation, en gros, un Maghrébin est forcément immunisé, je dirais, de ces contaminations idéologiques, politiques. Hélas, il y a un Maghrébin, alors après on rajoute le cas échéant musulman, la réalité nous indique non pas le contraire, mais enfin en tous les cas qu'il existe des organisations qui, en France, bien évidemment, n'hésitent pas à pactiser avec des membres de la Galaxie de Dieudonné de façon complètement ouverte. Alors je pense, c'est en gros ce que nous avons appelé nous la droite des valeurs musulmanes. Bon, j'indiquais les régimes autoritaires, l'Iran, l'Irak, la Libye, la Syrie, les années 40. En France, vous avez le Centre Zahra, vous avez la Fédération chiite de France, vous avez le Parti antisioniste. Tout ça, c'est la même chose. Ces trois organisations animées par la même personne, qui est Yahya Gouasmi. C'est des groupes qui sont essentiellement basés dans le nord de la France, dans la région Nord-Pas-de-Calais, qui pèsent peu dans la communauté, mais qui, par contre, savent pertinemment, je dirais, manipuler l'outil Internet et donc communiquent leur venin de façon relativement efficace. Et autre mouvement dans cette, je dirais, dans cette galaxie, bien que non directement lié à Dieudonné, c'est le parti des musulmans de France, dirigé par Mohamed Latrèche. Là, on est sur l'est de la France, le nord, l'est, donc à Strasbourg principalement. Là aussi, peuplé, tout est relatif, mais à son échelle d'anciens militants d'extrême gauche. Ancien militant d'extrême gauche, par exemple, le second de Latrèche est un ancien militant de la Ligue communiste révolutionnaire. Mais quand je dis militant, c'est pas sympathisant qui est resté 3 semaines, c'est un militant qui a actif. Donc, allez comprendre comment est-ce que l'on passe de ce type d'engagement politique à carrément autre chose. Donc c'est compliqué. D'où l'intérêt d'essayer de décortiquer les parcours et de voir pourquoi, sans rentrer dans la tête des gens, parce que ça c'est un autre métier. Bien évidemment, ce n'est pas notre propos, mais en tous les cas c'est intéressant parce que la démarche Dieudonné, pour revenir à lui et pour en terminer, Dieudonné, on se pose souvent la question, comment Dieudonné a-t-il basculé? Comment et pourquoi? Alors moi je ne suis pas dans sa tête, et fort heureusement pour moi, une grille, une explication qui en vaut une autre. Dieudonné, de dérive en dérive, s'est fait quelques amis, ils sont cités dans le bouquin, mais aussi pas mal d'ennemis. Des ennemis qui ont commencé à le chatouiller de près et donc parfois même à l'agresser, au sens strict du terme, physiquement. Et Dieudonné donc a été agressé lors d'une tournée qu'il faisait aux Antilles par 4 jeunes juifs français qui sont devenus par la suite 4 membres de Tsahal, donc l'armée israélienne. Effectivement, c'était 4 juifs français, sionistes bien évidemment, se revendiquant comme tels, exfiltrés ensuite effectivement en Israël pour éviter les foudres de la justice française, mais qui l'ont un petit peu tabassé pour faire court. Et il a eu des menaces, ses enfants ont subi des menaces, sa famille a subi des menaces, et qui s'est proposé pour le protéger? Eh bien, tous les individus, tous les affreux dont je parlais, à savoir des militants d'extrême droite. Et Dieudonné, à un moment donné, s'est dit, je ne regarde pas la main que l'on me tend, je la serre, je la prends. Et je remercie celui qui me l'attend. Et une chose en entraînant une autre, à un moment donné, la vie politique de Dieudonné, de 1997, Dreux, candidat contre le Front National, eh bien, il se retrouve en juin 2009 aux élections européennes en Île-de-France sur une liste, donc qui s'appelait la liste anti-sioniste, donc qui justement regroupait tous les membres des différentes planètes ou microplanètes que je viens brièvement de présenter. Vous aviez des anciens militants, il y avait beaucoup ceux qui venaient de la gauche ou qui prétendaient être issus de ces familles politiques étaient des anciens, alors que les militants d'extrême droite n'étaient pas anciens, ils étaient toujours. Si ce n'est qu'il y en a un, il était plus militant du Front National à la jeunesse, mais enfin, il avait rompu 15 jours avant les élections.
La rupture, en plus, en gros, il avait rompu à droite, pour faire court, donc c'était pas forcément à signaler, mais donc sur les candidats, vous aviez effectivement des membres du Renouveau français, des membres du Parti solidaire français, vous aviez des amis des sectes, vous aviez des membres d'organisations musulmanes, telles le Parti antisioniste, vous aviez un altermondialiste, vous aviez un ex-militant libertaire, vous aviez, enfin, etc., etc. Vous aviez Alain Soral qui se définissait comme ex-militant communiste. Vous voyez, l'idée, c'est en gros, nous sommes une liste, la seule liste réellement antisioniste, amis des Palestiniens, contre l'impérialisme, pour les jeunes des banlieues, pas contre Sarkozy, parce que ça, quand même, faut pas exagérer, mais c'était pas en tous les cas dans le discours, même si Sarkozy, bien sûr, est manipulé par l'axe américano-sioniste et en est l'un des éléments essentiels. Mais bon, tout ça pour dire que la confusion est totale. On pourrait en rire. Et terminer le propos là-dessus, puisque Dieudonné nous dit, aux prochaines élections présidentielles, j'appelle à voter Biquette. Là, il revient, je dirais, à une forme de dérision facile que les humoristes utilisent. Alors après, on n'aime pas, c'est autre chose, mais Biquette, parce que tous les hommes politiques, de toute façon, sont pourris, sont tous des abrutis, des animaux, donc quitte à voter pour un animal, autant voter pour une chèvre, Biquette, la chef de Monsieur Seguin, et comme cela, eh bien, les choses seront claires. Sachant quand même que, comme je l'indiquais, l'espace politique au présidentiel est occupé bien évidemment par Marine Le Pen, parce qu'il faut faire un peu politique quand même dans l'échange. C'est un peu la conclusion à laquelle nous arrivions. C'est sur le fait que Dieudonné et ses amis, en poussant le bouchon le plus loin possible dans l'ignominie, j'indiquais, ça a été le déclencheur personnel, comme je vous l'indiquais. Moi, je n'étais pas un fan, et je ne suis pas devenu entre-temps, Dieu m'en préserve, de Dieudonné et de ses sketchs. Par contre, ce qui m'a poussé un petit peu à accepter, je dirais, la proposition de l'éditeur avec mes amis, c'est le spectacle au Zénith. Lorsque, au mois de décembre 2008, lorsque vous avez 3500 jeunes qui acclament Robert Faurisson, présenté, donc le négationniste, présenté par Dieudonné comme étant à son égal un rebelle ostracisé comme lui, et donc il faut le soutenir, l'acclamer, le tout devant, je dirais, le bureau national, le bureau politique du Front National au complet, Jean-Marie Le Pen en tête, eh bien, quelque part, on s'est dit que le bouchon était allé trop loin, que tant j'ai une certaine pratique de la politique française, on va dire assez ancienne, là le dégoût, au sens plein du terme, était total. Donc c'est dit, il faut quand même réagir, modestement bien évidemment, en tous les cas par rétablir une certaine réalité, essayer de décortiquer, de détricoter les ingrédients de la galaxie, parce que au final, à quoi ça sert tout ça? Ça sert d'une part à polariser autour des différentes comètes, des gens qui sont en recherche politique, et donc c'est une agrégation de gens, mais ça sert aussi, comme je l'indiquais, à dédiaboliser quelque part le projet politique de gens qui font un peu plus que Dieudonné dans les sondages et dans les urnes, et donc les banalisant, rendre plus accessible un vote et un engagement politique en faveur de tel courant politique, donc je pense au Front National bien évidemment, et donc en ce sens-là, la démarche de la galaxie de données de ces différentes composantes est criminelle, en dehors de l'imposture elle-même, parce que dédiaboliser ou participer à la dédiabolisation, je dirais, du Front National, c'est, en tous les cas, vu de chez nous, c'est quelque part quelque chose d'absolument criminel. Surtout lorsque ça se part d'une idéologie, d'une bouillie pour chat, on pourrait dire, mais d'une idéologie qui veut puiser nombre de ces, je dirais, de ces racines à gauche, alors, au sens large du terme, sur effectivement toutes des thématiques fort sympathiques, des luttes tout à fait honorables et nécessaires. Le problème, c'est que c'est mis au service, je dirais, de causes politiques absolument infâmes. C'est un petit peu la conclusion provisoire. Et la parole maintenant, je dirais, vous appartient, en m'excusant d'avoir été un petit peu long.